Donc, merci de cette invitation, cher et honoré confrère. C'est toujours un plaisir de répondre à tes invitations, notamment sur des sujets sur lesquels j'ai passé pas mal d'heures à travailler, non seulement à réfléchir, mais aussi à travailler dans le cambouis, comme tu dis, sur des sujets comme ça. Je pense que ça s'enracine dans une pratique. Alors voilà, donc petit raccourci historique qui permet de comprendre d'où je viens sur ce plan-là. Je suis nommé successivement dans des services de pédopsychiatrie qui ont le mérite d'être asilaires en diable. Et dans les services dans lesquels j'arrive, les 3 services que j'ai dirigés comme pédopsychiatre, 3 services sectorisés, à chaque fois je tombe sur des services asilaires dans lesquels il y a des enfants qui s'automutilent gravement et des soignants qui les regardent avec un air, alors c'est pire que de la désillusion, c'est déjà du burn-out. Hein. Et à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que le groupe des soignants retrouve une santé de base pour pouvoir prendre en charge ces enfants qui sont là dans un état qui conjugue l'autisme et l'hospitalisme dans la plupart des cas, donc vraiment des trucs hyper compliqués, et de mettre en œuvre une politique qui va permettre d'accueillir les enfants, non pas à 6-7 ans une fois que toutes les carottes sont cuites par ailleurs, mais de façon précoce. Et c'est en ça qu'effectivement, comme tu le dis, la bébéologie est très importante dans cette affaire. Alors je l'ai eu au Mans, un service asilaire dans lequel, les autistes arrivaient à 6 ans quand plus personne n'en voulait. L'école avait montré que c'était pas possible. Tous les médecins s'étaient dit non, on peut rien, les neuropédiatres, etc., etc. Et puis qu'à ce moment-là, on envoie, à cette époque-là, c'était au siècle dernier, il y a très 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 longtemps, hein, on envoie aux pédopsychiatres en désespoir de cause. Et donc les enfants arrivent à l'asile, ils sont hospitalisés, quelquefois à temps plein, des enfants de 6 ans, bon. Et donc, en quelques mois, il constitue un autisme carabiné et un hospitalisme. Bon. Donc, c'est pour cela qu'à l'époque, j'avais utilisé une technique que j'avais apprise chez les adultes, la technique du packing, pour soigner les automutilations. Parce que voir un enfant s'ouvrir le crâne sur un radiateur, personnellement, je ne suis pas vraiment fanat. Hein, donc, je trouve qu'il faut faire quelque chose pour l'en empêcher. Et j'avais trouvé cette technique-là. Donc, c'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui des crétins à l'Assemblée nationale parler de cette chose-là comme s'il s'agissait d'une évidence que le packing est une barbarie, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent, ils ne savent absolument pas de qui ils parlent, et ils ne savent absolument pas qui ils condamnent en condamnant la technique en question. Donc, bon, pour moi, le débat est clos, on a gagné cette petite partie, tant mieux, on va être tranquille 5 minutes, mais le député maire du Touquet a l'inconvénient d'être un teigneux, et donc je pense qu'il reviendra à la charge dès qu'il en aura moindre occasion. Bon. C'est quoi le packing ? C'est un truc qui n'a pas tellement d'intérêt parce que c'est juste réservé pour quelques petits-enfants qui s'automutilent et pour lesquels ça leur fait le plus grand bien. Ça fait comment ? Alors, non, vous connaissez le packing ou... Non, mais écoute, part de l'idée qu'il y en a quelques-uns qui ne savent pas. C'est ouais. Tout l'intérêt, tu vois, de cette... Un petit mot sur le packing Un petit mot sur le packing, de base. Tu es à l'université ici. Je renvoie à une cassette qui m'avait fait enregistrer à l'époque où on faisait de la vidéo. Mais oui. Avec notre ami Alain. Et donc, voilà, Casanova avait enregistré un dialogue sur la question du packing. Donc, je le fais en résumé. C'est une technique d'enveloppement qui nous vient des Allemands de Silésie au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui emmaillotaient des patients qui étaient trop agités pour pouvoir bénéficier des moindres soins physiques et psychiques. Hein, à une époque où la psychiatrie naissait et où les gens se débrouillaient avec les moyens du bord. Cet emmaillotement a été récupéré en France par un type qui s'appelle Fleury et qui donc écrit un article dans les Annales médico-psychologiques en 1852 et présente ça comme une technique qui permet de traiter la question des agitations chez les adultes, on dira plus tard des dissociations chez les schizophrènes, hein, voilà, et chez les maniaques incoercibles. Cette technique devient rapidement un moyen de contention, puisqu'il y avait un ami personnel que je n'ai pas connu personnellement, mais c'est quand même un ami personnel, un type qui s'appelle Sigmund Freud, dont vous parlez ici. Oui. Bon, ça me rassure un peu quand même. Oui. Et ce type-là n'était pas encore né à l'époque. Et donc,
n'était pas encore né. Hein, n'était pas encore né. Et donc la question fondamentale du transfert n'était pas encore apparue comme étant un élément déterminant de la psychothérapie. Et donc les contentions, qui étaient la technique du packing, contenir le corps d'un enfant ou d'un adulte dans un linge trempé dans l'eau froide, essoré, et dans lequel on est là avec lui à le contenir pour pas qu'il se fasse mal et qu'il fasse mal aux autres, c'est rapidement devenu ce que c'est une technique de contention. Et les gens sont devenus des adeptes de ces techniques-là, et c'est devenu un truc totalement déshumanisant, hein, puisque c'était utilisé comme contention pour y boucler les gens et puis aller faire autre chose, c'est-à-dire boire le café. Bon. Ça tombe en désuétude en France, en Europe. Et puis les États-Unis reprennent cette technique dans les années, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, et en font une technique qui permet d'accompagner un concept naissant à l'époque, qui est la fonction contenante, sur le plan de la psychopathologie transférentielle. Et évidemment, les cliniques en question sont des cliniques qui accueillent des personnes psychotiques, des personnes schizophrènes. Notamment, par exemple, Chestnut Lodge, dont vous connaissez au moins l'existence, Menninger Clinic, etc. Enfin, bon, des choses, des cliniques qui ont une très grande fonction dans l'histoire, puisque ce sont des cliniques dans lesquelles la psychanalyse était accueillie comme pilier fondamental de la sagesse de la psychiatrie et commençait à faire que se développe ce qui allait déboucher sur ce qu'on appelle aujourd'hui la psychothérapie intentionnelle, qui pour ces gens-là ne s'appelle pas la psychothérapie intentionnelle. J'en dirai un mot si ça vous intéresse, mais il me semble que c'est important d'avoir cette nuance. Et dans cette clinique de Chestnut Lodge, où était accueillie quand même Frieda Fromm-Reichmann, qui est quand même une psychanalyste allemande émigrée aux États-Unis pour sauver sa peau, de très grand talent, Aristarch Sullivan, quand même psychanalyste intéressé par le socius, très intéressant. Et puis un type qui s'appelle Michael Woodbury, qui va donc pour des raisons familiales revenir en Europe et rapporter la technique du packing qui est utilisée là-bas pour contenir les schizophrènes qui sont dissociés, avec des résultats excellents. Hein. Il va revenir en Europe pour des raisons familiales en Suisse. Il va travailler dans une clinique qui s'appelle Rive de Prangin. Il va travailler dans le 13e arrondissement de Paris. Et il va apporter cette technique, donc retour de la technique, mais alors on pourrait dire passer à la remasterisation freudienne. Hein. C'est-à-dire la fonction contenante s'appuie sur la peau, et vous savez quelle expansion en tirera le fameux Didier Anzieux, hein, dans ce livre qui s'appelle Le Moi Peau, vraiment très très important. La peau est donc un contenant psychique, mais corporo-psychique, donc ça plaît beaucoup aux psychomatriciens en général. Et dans ce contenant corporo-psychique, on permet à une personne qui est en délicatesse avec ce qui constitue son image du corps, on lui permet de renouer avec ses acquis fondamentaux que sont le tactile, la chaleur, etc. Des trucs de base de... disons, toute la physiologie qui tourne autour de cette contenance corporelle. Hein. Alors, on est là avec l'enfant ou avec l'adulte et on l'a entouré dans des linges mouillés dans l'eau froide et qu'on a essoré. Il est avec des couvertures, il se réchauffe en 3 minutes. Et donc, dans ce dispositif très particulier, on assiste avec lui à la naissance du monde, de son monde à lui. Et alors, s'il parle, il a un moment de sidération par le froid qui dure 3 minutes, et puis le réchauffement lui procure une sensation de plaisir absolument dont ceux qui ont bénéficié de cette technique parlent tous, avec une sorte d'impression que le monde de leur corps est à nouveau à portée de main. Vous voyez un peu la construction surréaliste. Hein, voilà. Mais il faut que l'eau soit froide au début. Il faut, c'est pas une obligation, on fait des packs, par exemple pour les anorexiques graves, on ne fait pas des packs avec de l'eau froide, on fait de l'eau plutôt tiède ou même chaude. Hein. Ce qui est intéressant chez les autistes et chez les dissociés, schizophrènes, c'est que probablement il y a une dimension de saisissement par le froid. C'est pas moins 25, hein, c'est 10 degrés au-dessus de zéro. C'est la température de l'eau du robinet, vous voyez. Il y a un saisissement qui permet d'un seul coup de saturer, on pourrait dire sur le plan physiologique, toute la fonction physiologique qui représente pour chacun de nous le corps une fois qu'on est
dans, je sais pas quoi, le sauna norvégien, enfin, tous ces trucs-là que vous connaissez évidemment aussi. Par exemple, si vous baignez en Bretagne, quoi, oui, c'est 10 degrés en gros, ça. Ben, d'un seul coup, vous êtes saisi. Et puis vous mettez en mouvement, et donc là, ça se réchauffe. Et bon, là, vous ne mettez pas en mouvement dans la natation, vous mettez en mouvement dans votre motricité contenue dans l'enveloppe qu'on a fabriquée. Et ça se réchauffe très vite. La vascularisation se dilate à mort, la musculature se met à fabriquer du mouvement, etc. Et on voit bien le gamin, au bout de quelques instants, vous regardez souris, ce qui pour un gamin qui, la demi-heure d'avant, s'automutilait contre le radiateur est une expérience, je vous assure, à nul autre pareil. Le dissocié qui entendait des voix qui le persécutaient, qui lui commandaient de tuer quelqu'un, dit mais je te reconnais, la voix que j'entendais, en fait, c'est ta voix, Pierre, qui est en train de me parler là, mais je vois bien que tu ne me demandes pas de tuer quelqu'un. Vous voyez, par exemple, un packing d'un schizophrène dissocié. Et donc, ça a une fonction absolument extraordinaire par rapport à cette espèce de ressaisissement du monde. Hein. Donc on est là, on assiste à ça, on intervient si on le juge bon, mais l'intuition clinique fait que souvent on juge très bien de continuer à observer sans intervenir de façon... vous voyez, c'est un peu l'équivalent des interprétations sauvages, quoi. Il faut mieux rester tranquille et attentif et observant et bienveillant. Et en fait, on observe toute une lecture de l'image du corps à laquelle on n'assiste pas d'habitude parce que celui qui s'automutile, on voit les choses concentrées sur ce qui se fait sur le front, qui saigne. Et on ne fait pas du tout attention à tout le reste. On va en reparler. Question absolument centrale pour moi dans la physiologie et la psychopathologie, le tonus. Hein, bon, je vais y revenir, évidemment. Et donc, vous voyez, le packing, ça permet donc de traiter toutes ces questions de je n'habite pas mon corps. Comment, en utilisant cette technique, je permets aux patients en très grande déshérence psychopathologique d'habiter à nouveau dans mon corps. Ça paraît comme ça étrange, mais c'est très très intéressant sur le plan même de la phénoménologie de ce qui se passe dans cette séance de packing. Voilà. Alors, la question que tu posais, pourquoi, c'est pas moi qui suis mieux placé pour y répondre, mais j'ai quand même quelques petites idées sur le fait que les gens pensent qu'on touche le corps de l'enfant, alors que justement on ne le touche pas, hein, puisqu'on enveloppe l'enfant pour ne pas le toucher. Donc voilà. Et puis on a, dès l'instant où il est enveloppé, et en général au bout de quelques séances ça se vérifie, et après maintenant ce qui nous a fait changer notre dispositif par rapport aux parents, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, on demande par exemple souvent aux parents de venir participer à une séance d'enveloppement pour qu'ils voient la qualité de la relation entre l'enfant enveloppé et les soignants qui l'accueillent. Donc je pense que pour des parents qui imaginaient qu'on touchait le corps nu de l'enfant et qu'on avait une relation privilégiée avec lui, c'est totalement insupportable, alors qu'eux sont face à quelque chose qui est aussi insupportable, mais dont on ne parle jamais, notamment dans les médias, et pour cause. Si mon enfant pouvait crever, je serais quand même bien débarrassé de cette merde d'autisme qui m'est tombée dessus. Et ça, personne n'en parle, alors que c'est le moteur principal de la thérapie des autistes. Hein, et des handicaps en général. Et du handicap en général. Tu as parlé de ce livre très important, c'est le moteur principal du handicap en général, mais alors dans l'autisme, ça joue, alors je peux vous dire, d'une façon extrêmement violente. Bon. Alors voilà, donc le PAC, traitement de comment devenir propriétaire du corps qu'on m'a confié. Voilà. Définition du packing. C'est pas celle qu'on a pu donner à la Chambre des députés, et le packing est expédié comme ça d'un trait de plume. Donc, dans ces premières expériences, vous voyez l'autisme caramélisé, 7 ans, il n'y a plus rien à faire, en plus on l'abandonne à l'hôpital, donc hospitalisme. Donc, traitement du packing, pour dire, même le plus caramélisé des autistes, je suis solidaire et je vais faire tout mon possible pour qu'il ne reste pas comme il est. Donc, on met le paquet avec l'équipe pour soigner aussi cela. Hein. Donc, c'est une dimension pour moi absolument essentielle sur le plan éthique. Hein. Quand il se trouve que j'ai participé, et j'en suis vraiment toujours aussi émerveillé, à la mise en place de la psychiatrie de secteur, il était question de transformer l'asile, que j'avais connu avec des gens attachés dans les services,
Mais il y a beaucoup de mes collègues qui ont mis en place la psychiatrie de secteur en disant, bon, l'asile, c'est naze, je m'en occupe pas, mais je vais faire de la psychiatrie, de la belle psychiatrie dans la cité. Mais alors cette position-là, pour moi, est insupportable, hein, de dire, je vais faire de la belle psychiatrie dans la cité, mais je ne m'occupe pas de ceux qui sont dans l'asile, c'est pour moi un renoncement inacceptable. Donc j'ai toujours travaillé sur, on s'occupe des plus graves, et ça va nous donner des idées pour s'occuper des gens avant, ailleurs, autrement que ce qu'on a comme résultat d'expériences absolument ignominieuses. Hein, voilà. Donc ça déclenche à ce moment-là un travail très actif vers les pédiatres, qui sont ceux qui reçoivent les enfants qui vont mal en premier. Les généralistes dans beaucoup d'endroits, mais dans une ville comme Angers où je suis à l'époque, c'est les pédiatres qui reçoivent les enfants qui vont mal, et notamment dans des CAMS qui commencent à se mettre en place à cette époque-là. Et ces pédiatres-là sont très embêtés par le fait qu'ils voient les enfants autistes à 3 ans, mais comme ils les connaissent déjà depuis 6 mois, 3 mois, ils voient déjà les signes précurseurs d'autisme. Et ils sont avec cette équation insoluble pour eux. Je vois qu'il va devenir autiste. Je sais qu'il y a des pédopsychiatres qui s'occupent des autistes à 7 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Donc moi, je vais sur ce terrain-là, voir les pédiatres, je les rencontre. Il se trouve que mon épouse est pédiatre, donc ça a pas mal facilité les choses pour les rencontres avec les pédiatres, qui sont un milieu qui n'est pas toujours aisé sur le plan des relations avec les autres. Ils sont très en difficulté avec les généralistes, par exemple, vous savez. Bon. Et donc, ces pédiatres acceptent l'idée qu'on pourrait mettre au service de leurs difficultés dans les CAMS les potentialités des services de pédopsie, à la condition que les services de pédopsychiatrie se transforment également pour ne pas être uniquement le réservoir ultime des gamins qui ont raté les résultats d'une prévention active. Hein. Et vous voyez, les autistes dont je parle, vous voyez le type de ratage. Hein. Bon. Et alors à ce moment-là, ça demande de ma part d'entreprendre une sorte de modification profonde du service de pédopsychiatrie dans lequel je suis. Et c'est à ce moment-là que donc, la rencontre avec Esther Bick est très, très importante. On a écrit à l'époque dans l'information psychiatrique un article, j'avais du culot beaucoup à l'époque, et j'avais écrit « Change complet d'un intersecteur ». Parce que l'intersecteur dont j'avais hérité, c'était mon prédécesseur qui avait un énorme intersecteur de 400 000 habitants, qui avait accepté sur obligation de l'ARS de l'époque qui s'appelait l'ARH, de diviser son secteur en deux, parce qu'un secteur de pédopsie c'est 200 000 habitants, c'est pas 400 000. Mais le mec avait l'impression sans doute qu'il chevauchait la montagne magique, et donc 400 000 habitants, ça lui allait très bien pour son ego infini. Et donc il trouvait qu'il fallait rester comme ça. Et donc l'ARH l'a imposé de diviser en deux. Donc j'ai hérité du secteur en question, dans lequel il a fourgué tous les autistes de plus de 7 ans, qui avaient un hospitalisme, et toutes les pathologies graves, et lui a gardé les enfants qui avaient des névroses et des troubles, disons, relativement légers. C'est déjà un peu tendancieux de faire comme ça. Je lui reprochais un peu ça. Mais ce que je lui ai reproché le plus, c'est qu'il a gardé avec lui tous les soignants qu'il aimait, et il a mis dans mon service tous les soignants qu'il n'aimait pas. En fait, il croyait convoler en juste noces avec toute son équipe qu'il avait gardée parce qu'il les aimait. Ça a été un bordel dans son service à cause de ça. Parce que vous savez qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est un problème, ça. Car il n'y a de rien, mais sur le plan institutionnel, c'est un putain de problème. Et moi, j'ai hérité des gens qui n'aimaient pas. Et alors, ces gens-là étaient tellement révoltés que donc j'ai utilisé cette révolte pour en faire un outil de formation continue, au sens où je disais tout à l'heure. Et donc, il y a une grande partie du service qui s'est formée à l'observation du bébé selon Esther Bick. Et alors là, ça a déclenché, sur le plan de l'équipe elle-même, une espèce d'enthousiasme genre illusion groupale qui a duré le temps que durent les illusions groupales, c'est-à-dire un temps assez limité. Et puis après, la possibilité de continuer à travailler, puisque tout le monde savait que l'illusion groupale n'a qu'un temps, et qu'il fallait continuer à travailler pour déjouer les pièges de l'illusion groupale. Et donc, sur cette idée de Esther Bick, observation thérapeutique des bébés, observation de formation des bébés d'abord, puis
possibilité d'utiliser cette formation-là dans l'observation thérapeutique, mise en place de tout un dispositif qui a permis donc de mettre en place des observations thérapeutiques de bébés à domicile qui présentaient des risques autistiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai dirigé un petit livre qui est paru chez Miller Bébé, Le bébé à risque autistique, avec Carrel, que j'avais appelé à la rescousse, Bullinger, Gols et quelques autres. Bon. Alors, vous voyez, je prends ces choses par ce bout parce que l'histoire montre qu'en fait, il y a tout un tas de gens en attente de trouver des réponses concrètes pour les bébés à risque autistique. Mais il ne faut pas dire, les pédiatres, quand même, vous exagérez de ne pas nous adresser les enfants en question. Je pense qu'il faut comprendre les pédiatres qui n'adressent pas au secteur ringard les enfants dont ils ont la charge. Donc il faut que le secteur fasse peau neuve. Et faire peau neuve, c'est notamment intérioriser l'importance énorme dans la psychiatrie de secteur infanto-juvénile du bébé. Et donc voilà aussi pourquoi notre amitié est ancienne autour du bébé, hein, parce qu'évidemment c'est une science extrêmement importante quand on fait de la pédopsie, parce qu'elle nous permet d'approcher la psychopathologie de façon extrêmement renouvelée. Hein. Alors voilà, donc on a développé cette idée-là, et à ce moment-là, on a vu, et c'est un article qui est paru dans la psychiatrie de l'enfant dans les années je ne sais plus combien, on a vu passer la moyenne d'arrivée des enfants autistes dans le secteur de pédopsychiatrie de 6 ans à 18 mois. Et donc on a accueilli les bébés de 18 mois, puisque on faisait des consultations conjointes avec le pédiatre du CAMS, dans le cadre du CAMS, avec le pédopsychiatrie de secteur que j'étais, et qui représentait les pédopsychiatres des 3 secteurs du département du Maine-et-Loire en question. Et on avait inventé un dispositif qui permettait donc de faire ce lien direct pour les parents entre le transfert qu'ils avaient fait sur l'équipe du CAMS pendant quelques mois, avec cette nouvelle équipe qui allait prendre en charge leur enfant dans les mois et années qui allaient suivre. Voilà. Cette expérience a duré un certain temps. On a reçu un certain nombre de bébés à risque autistique pour lesquels on a vraiment travaillé sur cette question, à mes yeux, essentielle, de continuer à penser que le diagnostic d'autisme pour un enfant se situe entre 30 et 36 mois et pas avant. Et je reste ferme sur cette question. Avant, il est très important d'approfondir une notion essentielle à mes yeux, le diagnostic différentiel. Hein, alors donc, un petit mot là-dessus parce que ça me semble utile pour la pratique clinique. Il y a des enfants qui vont présenter un autisme de Kanner typique à 3 ans, qui présentent des signes précoces de cet autisme en train de se mettre en place, avec des variations énormes entre les différents enfants. Il y a des enfants qui, dès les premières semaines, premiers mois, ont des troubles des interactions du regard qui sont tels qu'on est déjà avec dans la tête l'idée qu'on file un très mauvais coton et qu'on va dans cette direction-là. Et on a beau mettre en place des psychothérapies intensives, tout un dispositif important, le gamin reste quand même dans une direction très très inquiétante sur ce plan-là. C'est pas la majorité, mais c'est quand même quelques enfants qui m'ont donné du fil à retordre et pour lesquels j'ai dû avouer qu'on n'avait pas réussi à les sortir de cette inclination funeste. Bon. Mais à côté de ça, il y a des enfants qui présentent des signes qui réunissent l'ensemble des signes qui peuvent faire penser à bébé risque autistique et qui cependant, pris en charge de façon relativement intensive, c'est-à-dire mettons 2-3 séances par semaine, vont connaître une trajectoire qui bifurque complètement avec la trajectoire précédente. Alors il y a plusieurs cas de figure qui sont assez différents les uns des autres. Il y a un cas de figure assez important à connaître parce qu'il permet d'actualiser une clinique qui a été un peu oubliée. Pourtant Bernard Gols essaie de mettre le paquet pour qu'on y pense toujours. C'est la clinique de la dépression du bébé. Hein, et ça, entre Spitz et Bernard Gols, il y a une espèce d'alliance là aussi objective. Parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus fréquent qu'il y paraît. Et dans les signes cliniques, notamment psychosomatiques, on peut penser qu'il y a toute une variation autour de la question de la carence et dépression anaclétique qui se joue aujourd'hui d'autres façons. Enfin, on a ici de grands spécialistes avec Nathalie Bouage du reflux gastro-œsophagien, par exemple, qui est une forme, à mon avis, dans un certain nombre de cas, moderne de la dépression du nourrisson, du bébé. Hein, bon, on discutera de tout ça si vous voulez tout à l'heure. Donc, la dépression du bébé
absolument essentiel d'avoir ça toujours présent à l'esprit quand on est devant un bébé qui présente ce qu'on appelle les signes du bébé à risque autistique. Deuxième grande... Dans cette premier diagnostic différentiel, d'ailleurs, il y a une forme dont on parle souvent quand on travaille avec les services de protection de l'enfance, c'est la carence du bébé qui donc a les signes cliniques de la dépression, mais cette dépression est en rapport avec une carence, qualitative ou quantitative, parce que les parents n'apportent pas leur bébé dans l'interaction ce qui semble avoir l'air de plaire pour le développement de leur bébé. Vous voyez, c'est pas un jugement sur les parents, c'est le fait que y a des parents qui ne sont pas tous doués de la même manière pour élever un enfant. Et cela, plutôt que de dire qu'il ne faut pas culpabiliser les parents, enfin ce qu'on entend aujourd'hui sans arrêt pour protéger la fainéantise générale, il faut vraiment s'intéresser à eux parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont très sensibles au fait qu'on s'intéresse à leur narcissisme et qui, si on arrive à regonfler suffisamment ce narcissisme, retrouvent des facultés parentales qu'ils avaient complètement perdues et dont eux-mêmes étaient persuadés qu'ils ne les avaient jamais eues. Donc, vous voyez, dans la carence, là encore, il y a tout un tas de sous-catégories qu'il faut détailler. Mais enfin bon, je ne vais pas pouvoir tout détailler ce soir, mais c'est très important parce qu'on voit bien que ce n'est pas le placement l'unique solution. Il y a tout un tas d'autres solutions possibles, et à commencer par renarcissisation des parents dans leur fonction parentale. Hein. Bon. Là, je ne parle pas de maltraitance et abus sexuels, parce que là, pour moi, il n'y a pas de question, c'est réglé. Mais je parle de toute la question de la négligence, qui est quand même un continent qui commence à faire connaître qu'il a une superficie qu'on n'avait pas imaginée pendant longtemps, et qui est énorme, un énorme continent. Bon. Donc, vous voyez, dépression-carence, quand même, un énorme chapitre. On pourrait dire que c'est le test thérapeutique de la prise en charge qui répond à la question diagnostique. C'est très important, à mes yeux, de ne pas démobiliser. Là, il faut mettre le paquet sur la prise en charge, et on se dit à ce moment-là, c'était un déprimé, après coup. Et une deuxième grande catégorie qui me semble très importante à prendre en considération, c'est la question de... Alors, on pourrait appeler ça la disharmonie évolutive. Moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Mises. J'aimais beaucoup Mises, j'aime beaucoup l'œuvre de Mises, bien qu'il était un peu rocailleux avec certains. Il a introduit ce concept de disharmonie évolutive qui coïncide assez bien avec une autre conceptualisation qui est essentielle en psychiatrie de l'enfant, qui est la psychose de l'enfant, dont on n'a plus le droit de prononcer le nom, comme Voldemort. Et en fait, c'est très important parce qu'il y a toujours des enfants psychotiques, alors qu'on appelle troubles envahissants de développement non spécifiés, ou plus récemment, sous l'influence de Harry Potter, troubles du spectre autistique, vous avez entendu parler de ça. Cette catégorie-là de la disharmonie évolutive est extrêmement importante à prendre en considération parce qu'elle est à la jonction d'une pathologie organique qui existe chez beaucoup de futurs enfants autistes. Vous avez sans doute lu le dernier livre, enfin je vous le recommande, de Arnold Munich sur l'autisme, sur la génétique, qui fait un point très intéressant là-dessus, qui dit que dans les syndromes autistiques actuels, beaucoup d'entre eux sont des formes de troubles neurodéveloppementaux qui se présentent sous la forme d'un syndrome autistique, mais qui est en fait un trouble neurodéveloppemental. L'exemple, le syndrome de Rett, qui est quand même un exemple paradigmatique pour nous. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui a un trouble neurologique dans son développement, je donne l'exemple toujours qui est parlant pour tout le monde, l'épilepsie, qui est quand même, vous voyez, une part de la neurologie pédiatrique énorme. Si un enfant fait 50 absences épileptiques par jour, on peut imaginer, si on est un bon interactionniste, qu'évidemment, dans les interactions entre maman et bébé, les conséquences des 50 absences aient quelques influences sur la manière dont cet enfant va constituer sa personnalité psychopathologique en appui sur son épilepsie. Et le concept de Mises a ceci de génial, qui permet d'intégrer le fait que c'est l'épilepsie qui est à la base de la difficulté développementale et qu'il influence cette épilepsie de façon qui est très dépendante de l'environnement familial, qu'il influence la manière dont l'enfant va fabriquer avec cette épilepsie sa personnalité psychopathologique. Donc vous voyez, disharmonie évolutive, c'est un concept qui a disparu de la circulation officiellement, c'est un concept extrêmement important dans la psychopathologie. Pour cette raison-là, c'est le pont avec les neuropédiatres. Et pour nous,
enfin pour moi personnellement, qui fait des consultations avec les neuropédiatres à Angers, pendant longtemps j'ai fait ça, et quand je suis arrivé à Lille, je fais avec Louis Vallée, c'est une mine absolument étonnante de compréhension pour la psychopathologie et la neurophysiologie. La conjugaison entre les deux se trouve dans cette articulation concrète de la consultation conjointe entre le neuropédiatre et le pédopsychiatre, qui viennent jouer dans un théâtre thérapeutique l'articulation basale entre les neurosciences et la psychopathologie. Donc, oui, c'est pas un petit enjeu, c'est un énorme enjeu. Et il se trouve que le concept de disharmonie évolutive, pour ça, est tout à fait important. Donc, disharmonie évolutive. Et puis, il y a alors des aspects qu'il faut absolument éluder. Ça fait partie des bilans dont je sais que beaucoup de psychologues pensent que c'est un peu pénible, l'idée du bilan, etc. Mais enfin, pour moi, c'est incontournable, il faut faire un bilan, et notamment sur les sensorialités. L'audition, par exemple, qui est un sens qui a une extrême importance dans l'interaction à venir, et je vais en reparler quand je parlerai un petit peu de l'articulation fœtus-bébé, c'est quelque chose qu'il faut absolument explorer. Il faut être sûr qu'un enfant n'est pas sourd ou même partiellement sourd avant de se lancer dans une grande explication sur les symptômes du bébé à risque autistique. C'est très important. Pareil pour la vision. Il y a des enfants qui présentent une vision tellement obérée par des problèmes physiologiques que la disharmonie qu'ils mettent en place aboutit quelquefois à des syndromes qui font penser que, par exemple, il y a des stéréotypies très étranges, ce petit bébé-là. Et alors, quand on travaille avec les pédiatres, ça s'appelle un blindisme par ailleurs, chez les gens qui s'occupent des enfants qui sont aveugles. Bon, c'est quand même important de ne pas passer à côté de ça. Voilà. Donc je le dis comme ça parce que je sais que vous ne passez pas à côté de ça, mais je le dis pour des raisons évidentes. Bon. Et puis, il y a enfin, dernier continent important à mes yeux, alors là qui est aussi très en rapport avec la neuropédiatrie, toute la question énorme chez les enfants de la déficience mentale. Alors voilà, la déficience mentale, ce n'est pas un continent homogène, c'est un continent d'une hétérogénéité considérable. Alors on voit bien qu'il y a des déficiences homogènes chez lesquelles, en général, les troubles de type autistique n'apparaissent pas tellement. Ce n'est pas le problème pour eux. Mais il y a des enfants pour lesquels l'hétérogénéité de leurs compétences, dans la manière dont ils organisent leur vie, fait qu'il peut arriver des signes de type autistique. Si on prend cet enfant-là pour un autiste pur et dur, on passe à côté de sa déficience. Et notamment dans la manière dont on va envisager la thérapeutique avec lui, on ne peut pas demander, alors je vais loin là tout de suite, du côté du contre-transfert, la même chose à un enfant déficient qu'à un enfant qui ne l'est pas. Par exemple, si vous attendez qu'un dialogue qui permet à un enfant de montrer qu'il est en train de sortir de l'autisme et qui commence à utiliser des mots dans une communication certes encore archaïque mais quand même qui est en émergence, eh bien cette émergence du langage chez un enfant déficient n'est pas du tout du même niveau que chez un enfant qui ne l'est pas. Et évidemment, la manière dont vous allez organiser les séances de psychothérapie, vous voyez comment j'utilise des gros mots, dans la manière dont vous avez un point de vue sur cet enfant-là, sur l'objectivité de son état physiologique, va conditionner la manière dont vous allez l'attendre dans la manière dont il va s'engager dans le transfert avec vous ou pas. Et ça, c'est des éléments très importants. Et on y reviendra peut-être, c'est des éléments très importants pour l'organisation du dispositif thérapeutique à venir. Voilà. Donc, vous voyez, les diagnostics différentiels, sur ce plan-là, extrêmement important, de ne pas passer à côté de toutes ces choses-là. Et en même temps, vous comprenez que ce qui est quand même un des enjeux des conflits énormes actuels, c'est que quand on parle d'autisme aujourd'hui, on parle de tous ces enfants-là, dont un certain nombre ne sont évidemment pas des enfants autistes. Ce qui fait dire à la Chambre, le 8 décembre, des mensonges. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, ce n'est pas le problème. Mais il y a 600 000 autistes en France, c'est une contre-vérité. Il y a 600 000 enfants qui présentent des TSA peu ou prou. Vous voyez donc. Et si encore, on retient des chiffres qui ne sont même pas ceux qui sont proposés par l'HAS, qui sont de 1 pour 150. Là, c'est 1%, puisque vous savez qu'on est 60 millions. Donc, vous voyez, c'est une utilisation des chiffres de façon politisée et au détriment des enfants, parce que les propositions qu'on fait de prise en charge avec l'HAS pour ces enfants autistes, les 600 000,
C'est tous comme pour un autiste pur et dur, pour lequel d'ailleurs les niveaux de preuve scientifiques sont élevés de façon imaginaire au rang A, alors que dans le meilleur des cas, elles sont au rang B et la plupart au rang C. Donc vous voyez, c'est quand même une espèce d'imaginarisation de la science et de la statistique qui va directement dans le mur et qui n'a aucun intérêt pour nous parce qu'elle n'est pas la vérité clinique de ce qui se passe véritablement dans la planète autisme aujourd'hui. Alors, du côté des signes maintenant, parce que peut-être quelques mots là-dessus, il me semble que c'est intéressant. Les signes dont je vais vous faire un lyophilisa très rapide sont des signes qui montrent en fait des difficultés à être en relation avec dans l'interaction. Et si j'ai un peu le temps de le développer, vous verrez comment j'essaie de le comprendre sur le plan psychopathologique, et notamment dans le passage de la vie intra-utérine à la vie aérienne. Alors ces signes, vous voyez, souvent on parle des signes qui ont à voir avec le tonus. Je les mets en premier parce que pour moi c'est les plus importants sur le plan clinique. Et il y a plusieurs signes qui sont intéressants à prendre en considération. Il y a les variations du tonus qui surviennent chez un bébé dans la première année de la vie et qui sont des variations dans lesquelles manifestement la souplesse attendue d'un bébé sur le plan de son rapport avec le tonus n'est pas au rendez-vous. Et alors on a des bébés qui sont plutôt dans la tendance hypotonique, il y a des bébés plutôt dans la tendance hypertonique. Tout compte fait, discussion avec les neuropédiatres, etc., quand ils sont dans la tendance hypotonique, il faut quand même plutôt penser au fait qu'il y a une intervention neurodéveloppementale forte, avant de retenir que l'hypotonie est en rapport avec une dépression, etc. Quand il y a une hypertonie, là, il faut sûrement réfléchir bien à la question d'un autisme en train de se constituer. Parce que l'hypertonie, c'est Esther Bick qui a publié le premier article intéressant sur cette question-là, sous le terme de seconde peau musculaire. L'hypertonie, pour le bébé, est une manière de dire « je ne me sens pas bien tenu par mon environnement, j'ai trouvé par hasard, comme ça, en me rencontrant dans un couloir, un truc qui m'a permis de tenir un petit instant dans ma vie psychique qui vacillait. Ça s'appelle le tonus, je vous le présenterai un jour. C'est très utile pour continuer à vivre psychiquement. Parce que si je ne l'ai pas là sous la main, je m'effondre et je disparais, je ne sais plus où je suis. Donc le tonus, vous voyez, c'est une espèce de rencontre avec un outil du corps qui est par ailleurs, comme vous le savez, pour Freud, l'effecteur de la pulsion de mort, rien que ça. Un outil qui sert à continuer à exister psychiquement grâce ou en appui sur le tonus. Et avec Sylvain et Nathalie, on avait un projet qui n'a pas été suivi d'effet, mais un jour, ça viendra. On avait même l'idée qu'il y avait une troisième peau musculaire, une troisième peau psychique à valence musculaire, qui est la peau du tractus digestif, avec toute la question, la musculature lisse, les sphincters pyloriques, duodénaux, etc., et anneaux, qui constituent une sorte d'échelle pour monter au ciel du psychique quand tout fout le camp par ailleurs. Bon, donc là je laisse tomber parce qu'on n'est pas encore abouti dans notre recherche complètement, mais c'est quand même une hypothèse à mon avis très, très intéressante. Et donc les signes en question du tonus sont rassemblés souvent avec deux figures très intéressantes. D'une part, la difficulté de l'ajustement postural, et d'autre part, cette difficulté particulière du tonus dans le dialogue tonique. Alors, ajustement postural et dialogue tonique, ça parle un peu de la même chose, et ça nécessite de revenir donc à quelque chose qui est anténatal. Si on veut parler de l'ajustement postural de façon adéquate, il me semble que c'est intéressant de le situer comme étant le point de départ des interactions fœto-maternelles. Bullinger, par exemple, nous a beaucoup aidé à comprendre cette histoire d'une façon un peu dynamique. Pas psychodynamique, mais au sens Bullinger, dynamique, pas très loin du psychodynamique, finalement. Il nous raconte l'histoire suivante. Il dit le bébé dans le ventre maternel, quand il est encore petit fœtus, pas qui occupe l'ensemble du liquide amniotique mis à sa disposition, il est encore avec la possibilité d'utiliser un réflexe archaïque extrêmement puissant dans le développement embryologique, qui est celui de l'hyperextension.
Je me mets en hyperextension et ma tête et mes fesses et mes talons touchent la paroi interne de l'utérus, ou le placenta, ou enfin tous ces trucs qui m'entourent. Et je reçois un message en retour qui est un message, alors, déjà du dialogue tonique. Contraction musculaire de l'utérus dans ces deux endroits, ce qui fait qu'il y a tout un tas de variations autour de l'autonomie, par exemple, hein, qui renvoie le message, bon, tu te déplies, tu peux encore, je te renvoie un petit message en disant que, tu sais, ça ne va pas durer très longtemps. Hein, donc, prends l'habitude, à côté de l'extension que tu fais de façon spontanée, à aussi cultiver une autre dimension que tu apprendras plus tard, et notamment dans le milieu aérien, la flexion. C'est très important, hein. Pas la génuflexion, ça c'est très peu recommandé dans mon discours. Hein. Mais la flexion, c'est très important comme dimension d'humanisation à venir. Bon. Donc, au fur et à mesure que le fœtus grandit, etc., il occupe tout l'espace, et puis il y a un moment où quand même, le chimiotique, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, hyperextension est tout de suite renvoyée avec le message flexion. Et donc, le dialogue tonique entre la paroi du dos et la face interne de l'utérus est le premier élément de dialogue tonique, hein, au sens presque de Vallon. Vallon n'allait pas jusque-là, mais on voit bien que Bullinger a continué l'œuvre de Vallon sur ce plan-là. Hein. Donc vous voyez, ça nécessite de penser plusieurs opérateurs. L'opérateur peau, qui est déjà à l'œuvre, hein, le tactile, est déjà à l'œuvre dans la vie intra-utérine, et fonctionne déjà comme un message qui adresse des messages et qui en reçoit. Hein, donc c'est déjà un organe, comme vous le savez depuis 11 yeux, qui fonctionne dans les deux sens. Je ne peux pas toucher sans être touché. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme comme idée, ça. Bon. Donc ça fonctionne déjà comme ça. Et puis, il y a l'idée que ce tactile qui me contient, eh bien, il est en appui sur la paroi interne de l'utérus. Et que cette paroi interne de l'utérus, une fois que je vais passer dans le milieu aérien, alors il va se passer un événement tout à fait important qui est, d'un seul coup, le vécu de pesanteur que j'éprouvais dans le ventre maternel, qui était le même que celui qui est dans le milieu aérien, puisque les canaux semi-circulaires recevaient l'accélération de la pesanteur de la même manière que dans le milieu aérien. Mais par contre, tous mes organes de sens du côté tactile et compagnie, et tous les organes proprioceptifs et interoceptifs, enfin tout ce qui permet de mesurer la pression sur mon corps, je ne le percevais pas, ou alors de façon très atténuée, et c'est ma mère qui faisait le boulot. Mais d'un seul coup, en un instant, d'un seul coup, mes canaux semi-circulaires assurent une continuité entre avant et après, c'est la même pesanteur qui les renseigne, qui fait des messages neurologiques, et puis d'un seul coup, mon corps, lui, avec le tonus qu'il avait développé dans le ventre maternel, est écrabouillé par la pesanteur. Et je suis sur le ventre de maman, puisque maintenant, depuis les maternités heureuses, on peut maintenant mettre le bébé sur le ventre de maman, parce qu'on sait que c'est important pour la lactation, tout un tas de choses que Micheline pourrait nous développer. Eh bien, on voit un spectacle qui est celui de l'écrasement par la pesanteur du bébé, qui n'est pas préparé du tout à cette affaire. Et alors il va lui falloir 1 an à ce bébé pour pouvoir apprivoiser la pesanteur terrienne. Ça a l'air de rien, mais c'est des travaux très longs hein, quand même. 1 an pour apprivoiser la pesanteur terrienne. Et au bout d'1 an, il est debout dans son berceau, parce qu'il s'est réveillé de sa sieste et il s'est mis debout, ou il est debout dans son parc, et il fait un bras d'honneur à la pesanteur en disant « je t'ai vaincu ». Voilà. C'est très important au bout d'1 an, ça. Donc le tonus, vous voyez, ça s'enracine très loin, et ça conjugue les dimensions physiologiques de le tactile contre la face interne, qui, dans l'accouchement, sont remplacés par les bras humains qui viennent prendre lieu et place de la face interne de l'utérus. C'est ce que j'appelle, par ailleurs, en traduisant Winnicott dans son holding, la fonction phorique, qui s'exerce depuis le moment où j'accueille ce bébé dans mes mains, pour le porter, parce que sinon il glisse par terre. Et s'il glisse par terre, à ce moment-là, il meurt. Donc vous voyez, très important, parce que ce qu'on va pu en déduire sur le plan de la psychopathologie, c'est ce qui va nourrir, on pourrait dire, la pathologie autistique typique. Ce qu'on va en déduire là, c'est que ce flirt avec la mort, c'est
le paradigme de l'agonie primitive décrite par Winnicott. Ne pas cesser de tomber, la traduction avec les litotes françaises, de tomber sans cesse en anglais. Hein? C'est très important cette idée, parce qu'en fait, si je tombe, ben voilà, je suis mort, et si je tombe pas, c'est grâce au bras humain. Et il va falloir que je fasse un travail psychique en tant que bébé pour transformer ces bras humains qui m'empêchent de tomber et qui me portent en quelque chose qui m'appartient et qui sont les mécanismes de défense contre l'angoisse. L'angoisse archaïque de toute cette période, qui progressivement, dans la névrose infantile, se névrotise pour devenir l'angoisse. Je vais arriver ce soir en retard à la conférence que m'a prévue Sylvain. Angoisse névrotique typique. Hein. Ça n'a rien à voir avec les angoisses archaïques dont on est en train de parler, qui sont celles du monde de l'enfant autiste. Hein, donc vous voyez, cette idée-là de le dialogue tonique, le tonus, outil principal de l'enfant pour intérioriser la tenue qui est mise à ma disposition par la fonction phorique parentale, je la fais mienne en utilisant le tonus, mais il y a tout un tas de moments où je sens que le tonus de mes parents est suffisamment porteur pour que je n'ai pas besoin d'utiliser le mien, et à ce moment-là je peux utiliser ma peau comme organe de rencontre tactile avec mes parents, et le développement interactif se passe dans des conditions assez intéressantes. Ou alors, je sens que je n'ai pas ce tonus au rendez-vous pour la fonction phorique de base, et à ce moment-là j'utilise mon propre tonus, et à ce moment-là je ne peux pas intérioriser le tonus porteur des autres parce que j'utilise le mien. Et je suis dans une configuration très surréaliste que je dois intérioriser quelque chose qui vient de l'intérieur de moi pour pouvoir tenir à l'intérieur de moi-même. Donc vous voyez, sur le plan de la psychopathologie, c'est une énigme que l'enfant tout seul ne peut pas résoudre. Donc vous voyez, premier signe, le tonus, indicateur, on pourrait dire fondamental, de la souffrance psychique particulière en rapport avec les angoisses archaïques. Hein. Et on pourrait dire l'autisme, d'un certain point de vue, c'est la maladie des angoisses archaïques. Hein. Alors, à côté de ça, il y a des signes qui sont en rapport avec donc d'autres expressions sensorielles majeures, notamment la question des interactions par le regard. Alors là encore, intérêt de reprendre la psychopathologie anté- et postnatale. Le sens qui s'appelle l'audition, vous savez bien, puisque vous êtes tous des bébéologues avertis et des embryologues avertis, que c'est tout à fait au point à 5 mois et demi, 6 mois, un bébé dans le ventre maternel entend comme Glenn Gould. Hein, bon. Il entend et donc il va faire connaissance avec les bruits du cœur de sa mère qui sont la basse continue ou la contrebasse du jazz que vous aimez, hein, rappel des sources embryologiques de votre développement. Basse continue chez Jean-Sébastien Bach, autre modalité. Bon. Et puis il y a des bruits qui sont particuliers puisqu'ils sont mis en forme par le sillon temporal supérieur sous la forme de la voix humaine. Et cette voix humaine-là, je la fabrique dans mon sillon temporal à partir d'une voix humaine particulière que j'entends, celle de ma mère. Je ne sais pas encore que c'est ma mère, je ne sais pas encore que c'est une voix, je ne sais rien, mais j'ai ce signal sonore qui, à partir de 6 mois, va s'inscrire dans mon embryon de sillon temporal supérieur. Et quand je vais naître, alors c'est le rapport avec le visuel qui, lui, ne se développe pas dans la cavité amniotique. Hein. Comme vous savez, très peu de développement visuel parce qu'il n'a pas le matos à voir. Donc, il y a très peu de développement visuel. Mais par contre, l'auditif est un précurseur du visuel. Comment ? Parce que quand le bébé va naître, il va être équipé d'un certain nombre de réflexes archaïques qui vont faire qu'il est programmé pour reconnaître une voix qu'il connaît déjà, celle de sa mère, et comme il trace la médiatrice perpendiculaire de l'axe entre ses deux oreilles, il va regarder dans le sens de la médiatrice ce que ses oreilles lui indiquent comme étant la source de la voix qu'il reconnaît. Et là, il va tomber sur une figure que sa génétique a programmée pour reconnaître également, le triangle maternel. Alors pas le triangle qu'on utilise en général plus bas, mais le triangle maternel constitué des deux yeux et de la bouche. Et ce triangle-là, les psychologues de développement ont montré ça de façon magnifique, ce triangle-là est une figure pour laquelle le bébé est programmé génétiquement pour le chercher dans
dans ce réflexe archaïque qui lui fait, avec les yeux et la tête, osciller très tôt dans son développement pour aller à la recherche de ce truc-là. Dans les films d'espionnage, on dit cible en acquisition. Quand la torpille est branchée sur la cible qu'on veut descendre, on dit cible en acquisition. Ça veut dire que là, c'est sûr qu'il va atteindre la cible qui est programmée. Bon, là c'est la même chose. Je suis programmé pour chercher ça. D'ailleurs, les psychologues, moi je suis admiratif des psychologues pour ça. Ils ont fait expérience que vous connaissez, j'imagine, Borton et compagnie, là. Les deux yeux et la bouche en ligne. L'enfant est un peu intéressé, mais pas tant que ça. Le triangle intéressera plus bébé qu'une ligne, disent les psychologues. On va mettre un œil, une bouche et un œil. Le bébé est plus intéressé que la ligne, mais pas tant que ça. Et si on met les deux yeux et la bouche, le bébé cible en acquisition. Vous voyez, il y a quelque chose comme, un truc comme ça qui se passe, mais alors ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas d'un seul coup un autre événement qui intervient pour psychiser cette expérience qui est programmée génétiquement, sous la forme de réflexe archaïque. C'est très important, cette dimension. Même Arnold Munich, dans son bouquin sur la génétique, dit maintenant il y a l'épigénétique qui vient nous rendre un fief et service quand même dans la compréhension des mécanismes que la génétique seule ne permet pas de comprendre, hein, quand même. Alors là, par exemple, dans la chambre 1, bébé vient de naître, la maman est très, très en forme, l'arachy-anesthésie a bien réussi, elle est avec son petit bébé sur le ventre, le mec est tombé dans les pommes comme souvent pendant l'accouchement de sa femme, il tient très très serré la main de sa femme pour dire « Chérie, tu vois, je t'ai vraiment soutenu, je suis là ». En fait, la mère, non seulement elle a accouché, etc., mais en plus il fallait qu'elle tienne le mec parce que sinon il tombait par terre. Bon, vous voyez, la chambre sympa, quoi, une ambiance, et puis la belle-mère est restée dans la salle d'attente parce qu'elle ne veut pas intervenir, donc vous voyez, ça se passe plutôt bien. On peut penser que la psychisation pour ce bébé de son triangle maternel ne va pas être exactement la même que dans la chambre à côté, où la nana, quand elle a dit qu'elle était enceinte, son mec a dit « Bon, puisque c'est ça, je t'avais bien dit, moi je veux pas de bébé, je me casse », et qu'elle est rentrée chez sa mère, et que sa mère lui a dit « T'es bien la pute que je pensais, donc tu vas manger, mais je veux pas parler avec toi pendant la fin de ta grossesse », et qu'elle accouche dans la chambre d'à côté, et qu'évidemment le bébé qui est tout à fait en forme, etc., il rencontre un triangle qui n'est pas exactement de la même qualité que dans la chambre 1. Donc on peut penser que la manière dont ce bébé va psychiser dans les interactions ce qui lui arrive comme événement extraordinaire, la rencontre avec maman, ne va pas se passer de la même manière. Et donc vous voyez que cette articulation-là entre physiologie et psychopathologie me paraît tellement évidente que j'ose même pas y insister davantage. Bon. Voilà, donc ça c'est un truc très important, et on voit que dans ceux qui ont un risque autistique, la question du canal visuel est dès le début mise en difficulté par différents mécanismes intéressants que je vous invite à prendre en considération. L'hyperextension dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dans certains cas est, on pourrait dire, le réflexe qui va dominer et qui, du fait de la dépression maternelle, du fait d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tous à mettre au compte de la mère, qui, du fait de la complexion génético-développementale de l'enfant lui-même, font qu'il a plutôt une espèce d'éréthisme hyper extensif que d'une capacité de flexion qui est à sa disposition, etc., etc. Tout un tas d'éléments que je ne passe pas tous en revue, mais vous voyez bien que tout ça, c'est une complexité redoutable. Et donc ce bébé-là, en hyperextension, va développer un type d'interaction dans lequel la question du regard devient un travail forcé, alors que dans la complexion classique, mon bébé en flexion, dans mes bras, au sein, a comme conséquence logique de cette topologie élémentaire de découvrir le bleu des mers du Sud du regard de maman, parce qu'il est installé dans la flexion qui a permis que je le mette au sein dans des conditions satisfaisantes sur le plan du tonus. Donc vous voyez que l'articulation tonus-interaction visuelle n'est pas du tout aussi lointaine que ça des mécanismes qui sont des mécanismes défensifs pour lesquels le bébé est équipé de telle ou telle manière. Et donc, vous voyez, l'éréthisme d'hyperextension, c'est quand même un élément dont il faut absolument tenir compte. Et par exemple, dans la prévention, c'est très intéressant d'être avec la mère et d'entourer la mère qui entoure son bébé en flexion.
Parce que le bébé, dans certains cas, a une propension à ne pas pouvoir accepter d'être en flexion. Et si la mère n'est pas entourée à tenir son bébé en flexion de façon un peu, vous voyez, pas forcée mais invigorante, elle va se laisser démonter par cette histoire-là, et le bébé prend dans l'habitude alors de ce que Geneviève Vague appelle des carrefours pervers, déjà très tôt dans le développement. Et il va se mettre en hyperextension dès qu'il y aura la moindre irritation de flux sensoriel qui passe par là, et que ça désorganise l'interaction. Alors au bout de 6 mois, vous voyez, la mère est dans un état de déréliction totale, et alors il faut absolument se retenir de ce que pendant longtemps les psychanalystes qui voyaient ça de très loin, il faut bien reconnaître, ont fait, de dire, vous voyez, avec une mère comme ça, c'est pas étonnant que l'enfant a développé un autisme, vous voyez, c'est complètement à côté de la réalité clinique, ça. Alors par contre, vous voyez, les éléments de psychothérapie de cet enfant-là, avec cette mère-là et ce père-là, c'est d'aider par le corps, à faire que la psychisation puisse se faire dans des conditions dans lesquelles l'hyperextension ne devient pas le réflexe défensif prioritaire. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, la conséquence sur le tonus, l'organisation du développement tonique en hyperextension, le gamin va finir par, à 12 mois, 13 mois, être sur la pointe des pieds, déjà dès qu'il se met debout, sur la pointe des pieds en hyperextension. Et à 18 mois, on dit, cet enfant-là, c'est un autiste, il marche sur la pointe des pieds. Vous voyez, je pense qu'il y a un certain nombre de cas qu'on a pu prendre en charge dans lesquels probablement l'attention très très soutenue aux parents qui apportent une flexion contenante à son enfant permet de ne pas dériver vers hyperextension forever. Vous voyez, par exemple, ça. Deuxième élément très important, là encore apporté de façon utile par Bullinger, mais éclairé par la psychopathologie. Comme je suis en hyperextension et que à chaque fois que je relâche mon hyperextension, comme ma flexion n'est pas active, intégrée dans l'image du corps, ma flexion débouche sur une hypotonie de mon corps. Soit hyperextension, et quand je suis épuisé, l'hyperextension se relâche et je suis en hypotonie dans la flexion. Quand je suis en hypotonie dans la flexion, je fais l'expérience, quand j'ai quelques mois, que à certains moments, je découvre que quand je suis en train d'inspirer avec mes poumons, de les remplir, je suis dans un moment où je peux regarder maman qui est là avec moi, et puis dès que j'expire, à ce moment-là, mon poumon se vide, et comme mon tonus est hypo, je retombe et je perds le contact interactif visuel. Alors, Bullinger décrit un truc très important pour les bébés, le tonus pneumatique. Ça, c'est un concept bullingerien fondamental dans l'interaction. Parce que vous comprenez bien, donc, je suis en inspiration, je regarde maman et je vois que maman me regarde. Mais je ne peux pas tenir dans le regard. Je suis obligé d'expirer de temps en temps. Alors, je vais être conduit, au bout d'un certain temps, à organiser une défense qui va être un piège. Je me mets en inspiration, parce que là je peux regarder maman. Je ne peux plus respirer tout le temps que je reste en inspiration. Je suis en blocage en apnée. Et là je peux regarder maman. Et alors là, qualité des échanges intéressante qui fait que j'investis ces échanges de façon positive. Mais alors, au prix de quoi? Au prix du fait que, comme mon hyperextension est épuisée, comme mon tonus de flexion n'est pas suffisamment porteur, qui fait qu'il y a une dialectique entre arrière-avant, vous savez, sur le plan de la musculature de la colonne vertébrale, eh bien, bloquant ma respiration pour voir cette interaction agréable avec maman, je m'empêche de produire ce que le bébé normal produit dans ce moment-là, des lalations qui viennent dire « Maman, je comprends que tu me regardes avec gentillesse et moi je voulais te dire, maman, depuis quelques semaines que tu t'occupes de moi très bien en vie aérienne, je suis très content de toi. » Et alors cette lalation, etc., qui vient peupler le langage archaïque qui est en train de s'organiser entre maman et bébé, c'est quelque chose qui est bloqué par l'inspiration et le tonus pneumatique qui me permet d'être en lien avec elle, mais sans pouvoir lui manifester mon émotion. Et donc vous voyez que cette espèce de paradoxe terrible pour le bébé, soit je conserve les interactions visuelles mais je ne peux pas en dire quelque chose, soit je laisse tomber
et à ce moment-là je peux faire une inhalation, mais qui n'a plus aucun sens parce qu'elle n'est pas en interaction avec maman. Vous voyez, ça c'est des éléments du développement très importants à étudier chez les bébés, et on voit bien que quand on arrive à observer ces histoires de blocage en tonus pneumatique, les effets énormes que ça a sur le développement du langage, c'est très important de pouvoir les accompagner et de fabriquer tout un tas de systèmes de jeux X ou Y que les psychomotriciens connaissent très bien pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse, par exemple, appuyer suffisamment le dos pour que je puisse en même temps respirer et donc latter tranquillement en même temps que je regarde maman, vous voyez, que je regarde le psychomotricien. Bon, donc vous voyez, tous ces éléments-là sont très intéressants à prendre en considération. Et puis un troisième exemple, et puis je vais m'en tenir là, parce que je crois que l'heure approche, c'est ça. Tu as encore, c'est... il faut que tu nous laisses 35 minutes pour Ouais, réagir. bon. Mais tu vois, tu peux encore prendre 20 bonnes minutes. D'accord. 20-25 minutes. Donc, troisième type de réflexe archaïque très intéressant, parce qu'il débouche sur des tas de chaînes dans le développement qui ont beaucoup d'importance dans l'autisme. Le fameux schéma décrit par Brazelton, repris à Grenier, etc., qu'on appelle ATNP, Asymmetric Tonic Neck Posture. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est le fait que le bébé, spontanément, va donc mettre le regard du côté de son doigt qui pointe, et puis avoir sa main opposée un petit peu comme ça en flexion. Donc extension d'un côté, flexion de l'autre. Ce qu'on appelle aussi la position de l'escrimeur chez les pédiatres. Hein. Cette position-là qui alterne, donc le bébé fait ça comme ça, de façon réflexe, des deux côtés, ça lui permet de mettre en place quelque chose qui va avoir une énorme importance, c'est le rassemblement dans un seul buste des deux hémicorps. Hein. Et le rassemblement des deux bustes, des deux hémicorps dans un seul buste, ça permet à l'enfant d'organiser quelque chose qui est essentiel pour son développement, la possibilité de montrer et prendre, parce que c'est le même geste qui subit des variations infimes à ce moment-là. Je prends et je regarde l'objet que je prends. Je vais prendre là où je peux aller l'objet que je regarde et que je peux prendre. Et puis, je vois bien que mon tonus a des limites, ma préhension aussi. Et je vois mon ami Sylvain que je veux prendre, mais qui est trop loin pour que je puisse le prendre. Et à ce moment-là, dans le développement du bébé, vous assistez à un phénomène absolument merveilleux, qui est le passage de la main en préhension à la main qui indique. Hein. Et donc là, il y a cette espèce de phénomène physiologique formidable du réflexe ATNP qui devient le réflexe qui conjugue le fait que le regard utilise l'index comme vecteur pour regarder l'endroit qui m'intéresse. Un peu, vous savez, comme quand on regarde avec un fusil ou qu'on regarde avec une règle pour faire des études, par exemple, d'architecte, etc. On regarde avec son index l'objet qui m'intéresse. Hein. Donc, vous voyez, préhension, découverte d'un monde nouveau, qui est un monde qui m'intéresse, que je ne peux pas prendre, pour lequel je fais déjà, je consens déjà à la réalité qu'il y a des choses que je ne pourrais pas prendre moi-même. Et c'est cet espace qui est désigné par cet objet que je ne pourrais pas prendre moi-même, subit dans le développement de l'enfant, dans ces 2 premières années, une sorte de gradation qui passe par je montre l'objet que je veux prendre moi-même, qui va s'appeler le pointage proto-impératif, que vous connaissez, hein, Brunner et compagnie, Vygotsky, bon, tout ça. Je suis habitué à prendre les objets qui m'intéressent, donc je veux, et j'indique l'objet que je veux dans le frigidaire, que je montre à papa que je veux ce yaourt à la framboise parce que j'aime ce yaourt-là et pas autre chose, et si c'est autre chose, colère, etc. Donc, pointage proto-impératif, moi, César, empereur du monde, je veux que le yaourt à la framboise atterrisse dans ma bouche. Bon, voilà. Et puis progressivement, l'enfant, au fur et à mesure qu'on lui ouvre l'espace, parce qu'il s'agit évidemment pour les parents d'ouvrir l'espace, cet objet que je vois là-bas, ça n'est pas, chers parents, que je le veux, mais c'est qu'il provoque pour moi quelque chose qu'on reprend chez Freud, la curiosité infantile. Il provoque chez moi une curiosité telle que j'aimerais bien que tu puisses me raconter ce que dit Wikipédia sur l'objet en question. Donc voilà en gros ce que dit le bébé quand il fait un pointage, qui n'est plus un pointage sur l'objet que je veux, mais l'objet qui m'intéresse.
Donc début de la pulsion épistémophilique, alors là, plein de tuyaux, vous voyez. Bon, alors l'exemple que je donne souvent pour comprendre ça, parce que c'est assez intéressant. Je sors le dimanche après-midi avec mes parents qui m'emmènent dans la campagne. J'habite en ville, bon, donc je ne vois pas souvent des vaches en vrai, mais par contre j'ai déjà l'image d'une vache en Lego. Il m'a offert une ferme en Lego, il y a des petites vaches en Lego, donc pour moi le prototype de la vache, c'est la vache en Lego. Bon. Et alors je passe dans la campagne et je vois des trucs qui ressemblent vraiment à ma vache en Lego. Mais alors je montre avec insistance à mon parent qui est disponible, l'autre conduit, la vache en Lego que je vois, mais qui est une grosse vache en Lego. Les parents comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'un pointage proto-impératif. Ils ne pensent pas, il veut mettre la vache sur ses genoux. La voiture n'est pas une bétaillère, hein, bon, donc on ne pourra pas. Ils comprennent bien que cette vache-là, oui, c'est comme la vache que tu as en Lego dans ta chambre, tu vois, on fait une sortie à la ferme et on va te montrer une vraie vache qui est vivante, quoi. Vous voyez, donc, vous voyez, cet univers dont je parle, c'est celui que les théoriciens de la théorie de l'esprit, etc., ont réduit l'attention conjointe. Et vous voyez que l'attention conjointe, c'est le résultat de tout un processus qui commence tout début et qui va, grâce à la neurophysiologie, nous indiquer un objet que je voudrais atteindre, non plus pour l'avoir sous mon emprise, mais que je voudrais atteindre psychiquement, en faire un objet de connaissance. Donc vous voyez ça. Et soit dit en passant, puisqu'on est entre psychanalystes, un objet libidinal. J'adore les vaches, de mon enfance. Vous voyez ça, la libido. Bon. Alors, ça c'est très important parce qu'on voit bien que dans l'autisme, là il y a une rupture épistémologique, vous savez bien, pointage proto-impératif ça marche, pointage pro-déclaratif ça marche pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe sûrement que la catégorie philosophique de l'autrui pour l'autiste n'est pas contenue dans le programme dont il a hérité. Et que probablement la capacité qu'il aurait à s'intéresser aux objets du monde est entravée par le fait que son tonus lui indique, enfin c'est comme dans le proverbe, quand l'autiste regarde le doigt, il ne regarde pas ce que le doigt désigne, il regarde le doigt. Bon, donc, il y a une espèce de réduction du monde aux objets eux-mêmes et une difficulté à s'éloigner des objets pour pouvoir découvrir le monde. Vous voyez, on retrouve là un mécanisme défensif typique de l'autisme qui est l'agrippement pathologique. L'agrippement décrit, vous le savez, par un psychanalyste philosophe hongrois, copain de Ferenczi, qui s'appelle Imre Hermann. Je renvoie à ses travaux parce que c'est quand même vachement important de connaître ça pour la question de l'autisme. Et ce Imre Hermann insiste beaucoup sur le fait que l'agrippement est un héritier, un héritage de nos ancêtres, les singes Rhesus macaculus. Et donc, cet agrippement, c'est l'agrippement au poil de maman pour pouvoir téter. Et donc, l'agrippement dont on hérite, nous, comme réflexe archaïque, le grasping, c'est des restes comme ça qui sont peu utiles, mais qui quand même vont être utiles, et notamment dans la fabrication d'un système défensif très efficace de la bébéité, qui est l'identification adhésive normale. Vous connaissez, je n'ai pas la peine de revenir là-dessus, qui, quand il est décliné de façon pathologique, devient le mécanisme d'existence principale de l'autiste. Identification adhésive pathologique. Alors on pourrait dire que l'identification adhésive pathologique, c'est probablement ce qui va empêcher le bébé à risque autistique de pouvoir lâcher l'objet pour se contenter de sa représentation. C'est ce qui va faire que le petit bébé du Forda n'est pas autiste parce que, vous avez bien vu, il n'a pas de tonus pneumatique. En même temps qu'il voit l'objet, il dit da, et quand il balance par-dessus bord, il dit oh. Et donc il peut la latter tranquillement en faisant son jeu. Et il n'a pas d'avenir autistique assuré. Alors que l'enfant qui est autiste, il a la bobine de fil dans la main, il s'y est agrippé, et il a fini par penser que si jamais il lâchait cet agrippement à la bobine, il tomberait dans l'angoisse primitive de ne pas cesser de tomber. Et donc l'agrippement pour lui, à l'objet, est vital pour la continuité d'existence sur le plan psychique. Et donc sa capacité à fabriquer les représentations est très lourdement obérée par ce mécanisme de l'identification adhésive normale qui est devenu pathologique au point qu'il ne peut plus lâcher les objets
parce qu'il n'a pas à sa disposition probablement la capacité à ce moment-là de se les représenter. Alors, la petite nuance, il y a sans doute dans ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, une capacité à se représenter le monde de façon quelquefois géniale, mais alors sur le mode adhésif. Je donne l'exemple que vous connaissez tous, le gamin qu'on montre à la télévision italienne, à qui on fait passer le plan de Rome pendant une demi-heure. Il regarde le plan de Rome pendant une demi-heure, on éteint le plan de Rome, on lui donne une grande feuille, et en une heure ou deux, il dessine le plan de Rome, et les mecs comparent avec celui qu'ils ont éteint, c'est exactement le même. Tout le monde est complètement scotché en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce type incroyable ?» Mais on pourrait dire que c'est une connaissance du monde adhésive. Il a collé l'image, il l'a imprimée telle qu'elle, et il l'a sortie sur son imprimante. Et en fait, vous pouvez lui demander par où est-ce qu'on pourrait aller de tel endroit à tel endroit, etc. Peut-être qu'il ne pourra pas vous répondre parce que son mode de connaissance de Rome est un mode uniquement adhésif. Hein, vous voyez ? Autre exemple, Glenn Gould, dont je parlais tout à l'heure. Les partitions de tous les musiciens qu'il a joués n'étaient jamais sur son pupitre quand il les enregistrait. Hein, et même quand il a enregistré les œuvres complètes de Stockhausen ou de je ne sais plus quel viennois, non c'est pas Stockhausen, c'est enfin ça me reviendra, un pianiste viennois, il a enregistré ça en lisant les partitions chez lui pendant quelques jours et semaines et en se faisant livrer 1 litre de lait le matin à 5 heures par le laitier qui devait déposer sur la marche de sa maison. Il devait sonner et s'en aller. Et Glenn Gould ouvrait la porte, prenait le litre de lait, fermait la porte, buvait son litre de lait, il buvait que ça pendant la journée, et il lisait les partitions du musicien en question. Et au bout d'un mois, rendez-vous chez le type, il enregistre, et il a restitué les partitions du musicien en question. Vous voyez, c'est pas un mode de connaissance classique, c'est un mode de connaissance très particulier, et dans lequel on voit que la question du rapport adhésif avec l'objet est un mécanisme défensif très puissant chez eux qui fait qu'ils ont énormément de mal à quitter, on pourrait dire, le monde de l'adhésivité, le monde de la bidimensionnalité. Hein, voilà. Donc ça c'est un élément très important pour comprendre comment tous ces signes cliniques en fait viennent nous donner des témoignages que la psychopathologie qu'on a construite, grâce à tous les, notamment les postes bioniens qui ont été très importants, les postes kleiniens même, et Geneviève Vague sûrement au premier rang d'entre eux, nous ont apporté quand même des mécanismes psychopathologiques très importants pour comprendre cette pensée autistique. Voilà. Alors vous voyez, je fais à grands traits la description de tous ces mécanismes-là, pour aller alors peut-être rapidement, là, en quelques instants, vers comment est-ce que donc on peut prendre en charge ces enfants-là. Hein, et donc il me semble que là, il faut déployer une inventivité, une créativité certaine pour essayer de trouver les variations sur la cure psychothérapique, psychanalytique, qui soit à l'aune des mécanismes spécifiques de l'autisme. Hein. Et donc, il me semble que là, il y a tout un travail institutionnel, Sylvain parlait de ça un peu dans sa présentation, un tout travail institutionnel préliminaire qui va permettre qu'on puisse éventuellement un jour aller comme enfant autiste en psychothérapie chez Geneviève Vague à 5 séances par semaine. Mais, à mon avis, commencer par ça, pour beaucoup d'enfants autistes, c'est un peu hors de portée. Il faut d'abord travailler le mécanisme de base défensif qui empêche que, justement, une psychothérapie soit possible dans les conditions relatées. Alors voilà, je crois que c'est pour ça que le tissu institutionnel est tellement important. Alors, je propose cette idée qu'on essaie de mettre à la disposition de l'enfant des espaces qui soient à la fois concrets mais aussi portés par des soignants, dans lesquels on va faire des expériences avec eux sur la manière dont ils construisent le monde. Hein, donc ça peut être des choses extrêmement variables. Il y a des petits-enfants,
des jeunes enfants avec lesquels, par exemple, fabriquer un gâteau, etc., revêt une importance cruciale. Il y a des enfants avec lesquels faire un petit tour sur un poney peut être une expérience cruciale. Il y a des enfants avec lesquels tout simplement jouer dans un petit coin de salle de bain dans lequel il y a un petit plan incliné qui s'appelle une pataugeoire peut revêtir une importance cruciale, etc., etc. En fait, vous vous rendez compte que ce que vous allez mettre en jeu, c'est le désir des soignants d'être en contact avec les jeunes enfants en question et donc de déployer à partir de leur propre désir personnel les différentes cordes de la sublimation qu'ils ont à leur disposition. Et tel va développer la musique, tel va développer la flotte, d'autres, etc. Chacun est appelé à développer ce qui l'intéresse, lui, de façon libidinale. Vous voyez, c'est à ça que je fais appel. Alors, une fois qu'on a ces espaces dans lesquels on peut livrer ces expériences avec les enfants, alors, d'un seul coup, on est confronté au fait que on va être en lien avec une certaine forme de transfert de ces enfants autistes. Alors, j'ose le gros mot, j'ose le transfert autistique, hein, et qui, pour moi, a une forme qui est une forme de transfert adhésif. Hein. Cette forme de transfert adhésif, cette forme de transfert autistique, elle va se déployer avec moi de telle manière. Elle va se déployer avec telle autre personne qui s'occupe de cet enfant aussi, d'une autre manière. Et elle va se déployer avec un troisième d'une autre manière encore. Donc je deviens le porteur d'une forme de transfert que cet enfant instaure avec moi. Mais l'autre qui est à côté instaure une autre forme, une autre expérience partagée dans le transfert avec cet enfant, et encore un autre autrement. Et donc cette fonction qui est la mienne à ce moment-là est d'être le porteur des formes de souffrance que cet enfant m'adresse dans le transfert. Si je réfléchis à la situation en termes de contre-transfert, à ce qui se passe avec cet enfant, je vais avoir une représentation de lui qui sera forcément partielle, puisqu'elle correspond à une forme que j'ai reçue en moi. D'où la nécessité logique d'avoir un troisième temps, qui est le temps que j'appelle métaphorique, dans lequel on va réunir les différentes expériences que chacun des soignants, en contact avec cet enfant, et contact là prend toute sa dimension, va pouvoir exposer dans le groupe en question de façon authentique. J'insiste beaucoup, ce n'est pas une valeur morale pour moi, c'est une valeur d'efficacité symbolique, pouvoir dire de façon authentique dans cette réunion de travail de la constellation transférentielle, voilà ce que j'éprouve avec cet enfant. Et alors, ça c'est quelque chose qui appartient à la psychothérapie institutionnelle vraiment, je vais y compris pouvoir dire que je hais cet enfant, pas que je suis cet enfant, que je hais cet enfant en le suivant. Et que si ça continue, je vais même le foutre par la fenêtre. Et c'est parce que je peux dire ces choses-là que probablement j'échapperai au risque de le faire. Je pèse mes mots de façon diplomatique. Parce que pour moi, il y a un rapport direct entre le burn-out des soignants d'aujourd'hui et l'impossibilité qu'ils ont dans la plupart des endroits de dire qu'ils ont envie de foutre par la fenêtre les enfants qui soignent. C'est la reconnaissance de ce sentiment très particulier dans le contre-transfert qui rend d'un seul coup très utile le fait dans la réunion d'avoir quelqu'un d'autre qui dit à côté de moi « Ben moi c'est marrant que tu éprouves ça parce qu'avec moi c'est totalement le contraire. Moi depuis que je le vois j'ai l'impression qu'il fait des progrès tout à fait importants et que finalement la manière dont je l'envisage c'est quelque chose qui me semble augurer d'une évolution tout à fait favorable. » Et alors vous voyez, c'est là que d'un seul coup le travail institutionnel revêt une très très grande importance. Si le travail de castration symboligène dans l'équipe est possible, la sortie de « si ça continue je le fous par la fenêtre parce que je me sens nul avec lui » ne débouche pas sur le commentaire par l'autre d'à côté qui va vachement bien avec l'enfant et qui trouve que ça évolue très favorablement, qui dit à son copain de travail « ça ne m'étonne pas que tu te sentes nul, tu l'es. » Vous voyez ? Parce que
chacun dans le capitalisme réduit à l'état du moi, hein, qui est quand même un rapport direct, hein, vous avez remarqué ça sûrement, je ne sais pas si ça se fait en psychopathologie, mais enfin, moi je vous le dis, le moi occidental poids moyen est en rapport direct avec le capitalisme international. Ce qui compte, c'est uniquement mon point de vue, y compris contre-transférentiel sur ce que je fais avec cet enfant. Qu'un autre fasse des trucs avec cet enfant et qu'il puisse prétendre avoir un point de vue qui compte autant que le mien, non mais enfin tu rigoles, non? Quoi? Hein, moi j'ai fait quand même des psychanalyses, etc. Donc l'autre psychomotricien ou je sais pas quoi qui dit quelque chose sur cet enfant, non mais n'importe quoi. Alors voilà, c'est la castration symbolique qui s'opère dans le groupe, fait que son avis a autant d'importance que le mien. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, qu'on est en train de fabriquer une fonction contenante de fait institutionnelle pour cet enfant. Et ça, c'est pas un truc en l'air, c'est un truc qui se constate. En sortant de la réunion, la manière dont j'envisage cet enfant a profondément changé parce que j'ai intériorisé en moi la position de mon voisin qui, lui, ça a l'air de bien marcher avec cet enfant, alors que moi, j'étais dans le 36e dessous parce que je pensais que je suis nul et que ça marchait pas. Et d'un seul coup, j'ai dans la tête qu'avec un autre, ça marche bien. Et d'un seul coup, parce que le type qui nous fait la supervision, il est un peu clénien quand même, j'ai remarqué, et il dit, en fait, peut-être que moi, mon boulot dégueulasse avec cet enfant me permet d'assumer la fonction peu gratifiante d'être le mauvais objet pour lui. Ah, d'accord. C'était ça l'histoire de Mélanie Klein que j'avais appris en fac de psycho. Ah, je comprends. Et donc, d'un seul coup, vous voyez, on n'est plus chacun avec l'idée d'une cure type et que c'est mon contre-transfert qui compte et pas les autres. On est des objets partiels pour l'enfant. Et d'un seul coup, le fait de le réaliser et de le partager authentiquement, ça fait que ça débouche sur une fonction contenante de fait pour l'enfant. Et on voit très bien que dans un certain nombre de cas, quand on sort de la réunion avec dans la tête l'idée que j'ai pas du tout la même idée en sortant qu'en rentrant, et bien le regard que je porte sur l'enfant dans la séance d'après a beaucoup changé. Et je ne fais pas d'interprétation sauvage avec l'enfant. J'ai changé dans ma manière de l'accueillir dans ma psyché. Et à ce moment-là, je suis peuplé de tout un tas de gens qui travaillent avec moi, avec cet enfant et autour de cet enfant. Et donc, vous voyez, cette idée de cette espèce de triade phorique que je propose, les espaces, je les propose pas seulement pour le recueillir, le pauvre petit enfant, hein, quand même, c'est important, mais c'est pas ça le but du jeu. C'est l'accueillir pour faire des expériences. Fonction phorique, je l'accueille pour faire des expériences. Je deviens le porteur des expériences qu'on fait avec lui, dont lui ne peut pas dire grand-chose. Il ne dit pas ah, j'ai fait une expérience avec vous, j'ai senti la fonction phorique très efficace avec vous, alors qu'avec l'autre pas du tout, vous savez, bon. Il ne dit pas ça, mais par contre les soignants l'éprouvent. Mais tout seul, ça ne suffit pas, il faut qu'il puisse l'articuler avec les autres fonctions métaphoriques. Donc cette triade, vous voyez, me permet d'envisager la psychothérapie psychanalytique des enfants à l'aune de leur psychopathologie. Hein. Et alors on pourrait dire que tout le travail qui est dans la grille de Geneviève, que vous connaissez sans doute, hein, le fameux article Princeps de 1995, tome 2 de la psychiatrie de l'enfant, page 497 à 527, eh bien cet article-là nous donne une référence très intéressante pour le développement de l'enfant pris en charge en psychothérapie, avec cette idée qu'il sort de l'enveloppe pathologique dans laquelle il était engoncé, emmuré, enfermé, ce que d'aucuns ont appelé la forteresse vide. Et en fait, là où il s'est trompé, Bettelheim, c'est qu'elle n'était pas vide, la forteresse. Elle était avec quelqu'un dedans, de tout recroquevillé à l'intérieur, mais qui était là, présent, qui tendait la main, mais on ne voyait pas la main, parce que j'allais dire le coffre-fort, tu vois, le capitalisme international, le château fort l'empêchait de tendre la main de l'autre côté du mur. Mais au fur et à mesure que ces travaux d'approche se réalisent, phorique, sémaphorique, métaphorique, le château fort s'ouvre, on casse des comment ça s'appelle, des meurtrières, hein, joli nom, pour faire des fenêtres à meneaux, pour voir la campagne. Et puis on baisse le pont-levis de temps en temps pour sortir un peu à cheval, et puis on revient, et puis on remonte le pont-levis, puis après on oublie de remonter le pont-levis, etc. Au fur et à mesure ça s'ouvre, et toute cette période de enveloppe pathologique, récupération des premières enveloppes, travail sur la phase symbiotique, etc., progressivement avance vers ce nœud du problème, individuation, séparation. Et à ce moment-là, on a l'impression que quelque chose d'un autre monde
commence à exister pour l'enfant autiste. Et là, à mon avis, on est dans la peut-être nécessité éthique de commencer un travail de psychothérapie digne de ce nom. Hein. Vous voyez, c'est pas en contradiction, c'est vraiment une histoire de propédeutique de la psychothérapie que je propose par cette proposition institutionnelle. Voilà, un peu, vous voyez, résumé de façon extrêmement contrainte, beaucoup de choses que je pourrais décliner beaucoup plus longtemps, mais enfin j'aurais peur de vous lasser. Voilà. Bon, écoute, merci infiniment de ton authenticité, de la musique que tu partages avec nous, parce que on sent tout de suite que on est convoqué avec toi dans le registre, non pas du savoir squelettique, mais de l'émotion, de l'affect, du fantasme. Et c'est vraiment très très agréable dans une université de voir que c'est possible, parce que c'est vrai que, parlons sans langue de bois, quelquefois à l'université, il y a de tout, et de cette musique-là, il y a probablement de temps en temps, mais il n'y a pas non plus tout le temps. Donc c'est vraiment bien de l'entendre comme ça. Jérôme va être ton premier discutant, je dirai peut-être quelques mots après, et puis après on va tous profiter de toi. C'est formidable, on a du temps. Peut-être parce que tu as un train et que tu aimerais manger une portion de pizza, peut-être qu'on s'arrêtera à moins quart, moins 10, hein, qui sait, mais chaque minute compte tenu de ton train. Donc je t'en prie Jérôme, vas-y, ouvre le bal. Bien, c'est toujours extrêmement rafraîchissant de vous entendre parler. J'ai l'impression de revisiter les fondamentaux qui me portent dans ma pratique et dans ce que j'essaye de transmettre aux étudiants. J'ai beaucoup apprécié la transition où, en effet, on revisite des fondamentaux, comme je disais, puis après on arrive sur des choses extrêmement précises par rapport à la clinique de ces enfants. Alors les fondamentaux, c'est vrai que vous avez abordé des questions qui me paraissent tout à fait... qui peuvent paraître comme ça aller de soi, et puis qui en même temps sont tout à fait vitaux, j'ai envie de dire. Alors, je suis content déjà que dans une université on puisse parler du packing. Alors je rappelle pour les personnes qui ne le savent pas qu'il y a plusieurs conférences sur le packing qui avaient été organisées dans des universités qui ont été annulées quand même, donc ça n'est pas rien. D'accueillir Pierre de Lyon qui nous parle du packing entre ces quatre murs, symboliquement je trouve que c'est quelque chose de très fort. C'est aussi, je trouve, extrêmement important que vous nous donniez des images des enfants autistes, pas celles qu'on veut bien nous en montrer dans les médias, où en effet on nous montre les enfants Asperger, pour autant qu'ils soient Asperger, moi, sur la question de diagnostic. L'Asperger. Voilà, ces enfants qu'on nous présente sur des modalités ou ces adultes qu'on nous présente sur des modalités très séduisantes, avec le langage, avec ses capacités paradoxales, et on oublie un peu, comme par hasard, de nous montrer ces enfants qui se tapent la tête contre les radiateurs, qui se mordent, qui se griffent. Qui sont dans les hôpitaux de jour. Qui sont dans les hôpitaux de jour, qui sont une véritable réalité de terrain, qu'il ne faut pas oublier. Ce qui nous montre bien qu'il y a tout un tissu de représentation qu'on nous livre, en effet, qui n'est pas toujours en lien avec ce qu'on vit sur le terrain. J'ai aussi été très sensible à ce que vous disiez par rapport aux parents, par rapport à leur vécu aussi émotionnel concernant les enfants et au peu d'espace des fois qu'ils ont pour pouvoir parler comme les soignants. On peut faire la passerelle avec ce que vous disiez, de ces envies de meurtre, de ce désespoir absolu, de l'impact des agonies primitives, si j'ai envie de dire, sur leur vécu tel qu'on peut le lire dans notre contre-transfert aussi quand on travaille avec ces enfants. Donc tout ça, ça peut donner un peu l'impression de dire des choses assez banales, mais qui sont, je pense, à notre époque infiniment précieuses. Sur le plan de la manière dont vous parlez des référentiels théoriques, vous faites un travail de jonglage extrêmement subtil qui invite aux articulations, mais pas au clivage, ni à l'idéologie. On parle de Vallon, on parle de Bullinger, Freud s'invite dans l'affaire. Il y a des choses très physiologiques qui viennent étayer le propos. Je pense que pour les personnes qui sont parmi nous, c'est très important de voir que l'autisme invite au dialogue et pas au clivage idéologique, et qu'on a tout intérêt justement à ouvrir un peu les meurtrières, c'est ce qu'il faut dire, entre des points de vue qui quelquefois sont assez caricaturaux. Alors, il y a tous ces aspects très cliniques, en effet, sur lesquels on pourrait revenir. Moi, j'étais très sensible à la question du tonus. Voilà, je reprends ponctuellement ma casquette de psychomotricien, ancien psychomotricien que je suis, avec toute la référence à Juria Guerra qui s'invite très naturellement, le dialogue tonico-émotionnel,
tout ce qui est, Ajur Yagira disait au niveau du tonus comme l'étoffe des émotions. Alors ça c'est une question sur laquelle je souhaitais peut-être un petit peu vous interpeller par rapport à tout ce que vous avez déjà décrit. Peut-être nous dire quelques mots sur le statut de l'affect, sur le statut de l'émotion dans l'autisme, en lien avec toute la sphère liée à la sensorimotricité. Ça, j'aimerais bien vous entendre en parler un petit peu. Et j'ai été très sensible aussi à ce que vous avez dit par rapport au travail de mise en commun entre les soignants par rapport à ces enfants qui provoquent des effets sur le plan contre-transférentiel tout à fait étonnants, assez inédits par rapport à ce qu'on peut vivre avec d'autres enfants et qui nécessitent déjà d'accepter de les réceptionner, ce qui ne va absolument pas de soi, de les travailler à l'intérieur de soi et aussi de travailler avec les autres. Il y a plusieurs, ce qui me paraît tout à fait important. Alors ça me paraît tout à fait vital que vous puissiez dire que voilà, les professionnels qui travaillent avec les autistes ont le droit de dire à quel point c'est insupportable, à quel point c'est douloureux, à quel point ça donne des envies de meurtre. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, en sachant qu'il y a un certain nombre d'étudiants à qui on propose, sur le modèle de la manne assez séduisante, d'être formés, de travailler avec des autistes. Je vois déjà des gens réagir, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui me sollicitent là-dessus, voilà, en leur disant qu'ils vont être formés, qu'ils vont accompagner des enfants autistes et qui se retrouvent dans des situations absolument terribles où ils restent 3 heures d'affilée avec un enfant autiste, sans supervision à côté, sans espace de parole pour pouvoir le faire, et où ils sont complètement lessivés, si ce n'est plus, avec toute la charge traumatique qu'il y a derrière, et où on leur dit, cet enfant-là, il faut le stimuler, il faut lui proposer un certain nombre de choses sur des séquences extrêmement longues. Ça, c'est une réalité de terrain. Je ne sais pas si vous l'aviez en tête les uns les unes et les autres. C'est-à-dire qu'on dit que voilà, vous allez apprendre à travailler avec des autistes, on va vous superviser, et puis on se retrouve avec une malheureuse heure de discussion où il y a 25 personnes par mois, et où il y a une espèce comme ça d'injonction, on dit il faut travailler avec ces enfants, il faut les stimuler, il faut leur proposer des choses. Et là je peux vous dire qu'il y a certains étudiants qui le vivent, comme on peut se le dire, extrêmement mal, et qui rêvent certainement, ces enfants-là, de les passer par la fenêtre. Donc pouvoir ouvrir un espace où on se dit ces choses-là, qu'on soit étudiant en formation, professionnel ou aussi parent, j'ai envie de dire, ça me paraît tout à fait important. Donc vraiment un grand merci pour nous avoir retransmis ou transmis, ça dépend, mais en tout cas j'ai eu l'impression d'avoir une nouvelle lecture tout à fait revigorante suite à tout ce qui s'est passé les derniers temps et notamment la semaine dernière par rapport à cette proposition de loi qui heureusement a été repoussée, voilà, qu'on puisse se retrouver autour de vous et récupérer des données issues de la clinique, d'une histoire aussi, d'une trajectoire, je trouve ça tout à fait précieux. Merci à vous. Et donc sur la question des émotions, des affects, voilà, est-ce qu'on pourrait s'en dire ? Je n'ai pas bien étudié cette question de pourquoi le concept d'affect est devenu aujourd'hui moderne sous la forme de l'émotion. Alors que moi je suis très attaché à l'affect, je trouve que ça compte beaucoup. Alors, mon idée dans le processus autistique, c'est que, comme vous l'avez repéré, le tonus est le principal indicateur, marqueur de la question de l'intensité relationnelle et donc le marqueur de ce qui va se fabriquer sous la forme d'un affect chez l'enfant. Comme vous avez compris que je faisais évidemment dans un résumé un peu caricatural l'idée que le tonus du bébé normal qui est souple, c'est-à-dire adapté à la situation interactive, devient chez l'enfant autiste un tonus fixe, plutôt fixé sur justement l'hypertonie. Et que ce tonus qui vient dire « Oh, c'est délicat, oh, faire attention de ne pas tomber », enfin, cette variation souple qui permet d'éprouver un certain nombre d'affects différenciés, dans la mesure où le tonus devient fixe, les affects en question vont suivre un processus que mon ami et maître Salomon Resnick appelle joliment un processus de glaciation. Oui. Et donc, j'ai l'impression que la carapace dont je parlais dans ma conclusion, là, c'est le résultat de la glaciation des affects qui ne sont pas connus dans l'expérience interactive par l'enfant autiste, puisque finalement, l'instrument qui lui permettra de les connaître, c'est principalement le tonus, et que le tonus ne subit pas les variations en fonction de l'émotion qui l'entoure dans l'interaction en question. C'est un petit peu ça la théorie qui me permet de continuer à conserver la notion d'affect quand même très importante dans cette situation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand le dégel commence,
alors des affects apparaissent chez l'enfant autiste, et que ces affects-là apparaissent des fois de façon un peu grandiloquente, d'un seul coup rire éclatant, etc., ou au contraire pleurs incoercibles sans qu'on sache pourquoi, ou colère, etc. Et en fait, on voit bien qu'il a manqué probablement toute la question de la nuanciation de tous ces affects dans la fabrication même de la glace qui les a contenus. Hein, qu'au moment où ça se décontient, tout ça, ça vole en éclats et ça va un petit peu dans tous les sens. Donc c'est très intéressant après de reprendre ça justement dans le travail psychothérapique pour aider l'enfant à trier un peu, c'est ce que dit souvent Geneviève Vague, à trier les affects pour faire un point un peu dans l'interaction humaine, comment on classe ces affaires-là et comment on peut les éprouver de façon, disons, civilisée, humanisée, enfin on pourrait dire ça comme ça. Je repense toujours à cette magnifique parabole de Salomon, que j'avais proposée à Salomon Resnick, justement, de Rabelais. Vous connaissez sans doute ce passage de Rabelais, je dis parce que c'est très beau sur le plan poétique. Rabelais, vous savez, dans son livre 2, je crois, raconte frère Jean des Entomneurs qui accompagne Gargantua qui cherche la dive bouteille. Vous connaissez, alors il va dans le sud, il va dans le nord, etc. Puis à un moment donné, il explore les régions boréales. Et alors il arrive vers le pôle Nord, pas très loin, la glace, etc. Et puis il cherche la dive bouteille, il la trouve pas. Et puis à un moment donné, au détour d'un iceberg, il entend des bruits, mais alors qui sont très étranges. Il se demande s'il n'est pas en train de faire une bouffée délirante aiguë. Ça n'existe pas chez Rabelais, mais enfin, on dirait ça comme ça maintenant. Il entend des bruits de bataille, il entend des cris, il entend des hennissements de chevaux qui s'affrontent, meurtrières. Enfin bon, voilà. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est pas croyable. Et alors Jean de Entomneurs, qui est là, qui accompagne, qui est le garant de l'histoire, dit, mais on est au printemps, maître, et donc tu dois savoir, je te l'ai appris, me semble-t-il, que à l'automne précédent, il y a eu une grande bataille mémorable entre les Néphélibates et les Arismathiens. Et alors, comme l'hiver arrivait, les bruits de la bataille ont gelé, se sont déposés sur la banquise. Et puis maintenant que le printemps arrive, ces bruits sont en train de dégeler. Voilà. Donc, il me semble que c'est un peu ça la réponse à votre question. On voit bien que le processus de glaciation des affects les gèle dans l'état où ils sont. Un hennissement, un truc, bon. Voilà, quel sens ça? Je ne sais pas. Mais ça finit par se dégeler. Et alors, quand ça se dégèle, il faut le remettre dans l'interaction. Et c'est ça peut-être la mission psychothérapique à ce moment-là, c'est de remettre l'affect dans l'interaction. C'est ça. Tu te souviens, Pierre, on a publié dans la collection La vie de l'enfant un livre formidable de Claudia Infourkia, La mémoire entre neurosciences et psychanalyse. Alors je le dis pour tous ceux qui s'intéressent à la question dont il vient d'être dit quelques mots là. Dans ce livre, pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé une revue de la littérature qui reprend la filière de l'émotion et la filière de l'affect, et qui, non content de la distinguer, la dialectise. Et il me semble, il faudrait qu'on relise Claudia, et peut-être qu'on l'invite un jour pour poursuivre le débat. Elle montre déjà que ce serait un coup de force que de vouloir intégrer, agglutiner les deux filières. Mais que sans doute, pour la clinique au quotidien de l'enfant, ce que tu viens de raconter avec Gargantua, c'est du côté de l'affect, et que justement, le printemps, c'est bien ce qui, chez tout un chacun, permet de bénéficier de ce contient l'affect de la chorégraphie intersubjective, interhumaine, interactive. Oui, tout à fait. Alors que l'émotion, en tout cas c'est ce que Claudia dit, elle a plus, dans une perspective neurophysiologique, à la théorie du stress par exemple, elle a plus une fonction de message qui est dans l'ici et maintenant, et où on n'a pas trop de soucis de savoir son historicisation
d'où elle vient et où elle va. On est dans l'idée que la souris gestante chez qui on organise des situations de stress avec la case qui se met à bouger, ça produit une production de cortisol. Et ça, c'est l'émotion de la souris, du cortisol. Donc, et c'est intéressant. Alors que la souris qui sourit, c'est un affect. La souris qui sourit, c'est un affect. Et ce que dit Claudia, me semble-t-il, c'est que pour décrire un certain nombre d'enfants dont il a été beaucoup question ce soir, aller du côté de l'émotion, probablement encore et toujours promesse d'affect, mais Tintin dans l'immédiat. C'est-à-dire que, justement, et probablement que nous, les névrotico-normaux, comme tu dis, c'est tout un travail de science-fiction absolument ahurissant que d'imaginer un monde de l'ici et maintenant, de l'émotion, qui soit coupé d'une vie affective historicisée, quoi. Et que probablement... J'ai trouvé un arc. Oui, ça c'est Cyril qui veut dire un petit mot, parce qu'il se trouve que... Il a trouvé un article. Et il y a juste un truc avant, mais il nous reste un quart d'heure, si tu veux manger un peu de pizza. Il y a quelque chose que... Jérôme l'a déjà repris, mais je veux en dire un mot. Parce que je te proposerai, pour nos prochaines disputations anthropologiques, l'idée suivante. Ce que tu as dit des parents d'enfants autistes et plus largement handicapés. Ce qu'on appelle dans les films de James Bond le droit de tuer. Bon. Moi, je pense, et je le dois à mes récents travaux sur la phobie d'impulsion, où j'en suis arrivé assez banalement à distinguer les phobies d'impulsion normales et les phobies d'impulsion psychopathologiques, j'en suis arrivé à l'idée que finalement, mais c'est dit là aussi dans la Bible, Isaac et Abraham, ce qui va authentifier, et c'est pour ça que ça a une prétention anthropologique, ce qui va authentifier la maternalité, la paternalité, c'est le droit de tuer fantasmatique. Et que probablement devenir parent, c'est passer par quelque chose qui ne va pas être le déni, le bouclier défensif à l'égard de ces pensées-là, mais dans le meilleur des cas, une sorte de construction fondée sur le travail de suture à partir de ce droit à la destructivité. Membrane semi-perméable, c'est ça. Oui, tout à fait d'accord sur cette proposition. Je pense que c'est parce qu'on reconnaît que le droit en question existe qu'alors on en aime davantage. Je crois vraiment ça. C'est ça. Et que le petit être dans son Skype, là, enfin, tout le tremblement quasi gargantuesque de la situation anthropologique fondamentale, où il y en a un petit précaire, tragique, qui ne tient à la vie que parce qu'il y a ces gardes du corps qui vont pouvoir proposer la fonction phorique, probablement aussi que c'est une version positive d'un négatif qui est j'ai la fonction phorique, mais j'ai aussi le pouvoir de te laisser tomber. Et que c'est pour ça que Michel Tournier est très intéressant, parce qu'il développe justement aussi l'envers du décor. C'est ça. C'est-à-dire la fonction phorique négative. C'est ça. Je peux t'avoir sous mon emprise et je peux t'utiliser comme objet sexuel et comme objet fétiche, donc voilà, tu peux en mourir même. Et c'est comme ça que ça se termine d'ailleurs dans le roman. Je crois que c'est très important, ça rejoint les Winnicott, les raisons de pouvoir haïr son bébé, etc. Si on ne reconnaît pas ça, on part dans un monde de bisounours qui se ferait au prix du clivage. Là, on revient au clivage dont vous parliez tout à l'heure. Cette idéalisation de bisounours se fait au prix du clivage avec la réalité. Donc les conséquences désastreuses pour l'enfant, bien entendu. Ça, c'est très important. Alors, et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit au début, si c'est sur YouTube, des gens vont pouvoir découper ça en disant, il a dit, les parents ont envie de tuer leur enfant autiste. C'est ça. C'est ça. On prend le risque. Écoute, j'ai déjà été cuisiné comme ça par certains cinéastes. On portera des oranges. Ouais. Bon, je vous en prie.